Ok, nous allons continuer notre programme avec une présentation à propos du Medical Imaging in Python. Et ce sera présenté par Monsieur Serge Koudoro, sauf que ce sera une présentation en ligne. Donc, je vais vous prier d'être très attentif afin de pouvoir suivre tout ce qu'il a partagé avec nous. Merci. Hello. Hello, can you hear me? Okay. Yeah, I can see that you are speaking. Like I need to pick something. Yeah. Est-ce que tu as bien branché ici? Yeah, I can hear you. Okay. Okay, now it's perfect. Okay. It's good. Yeah, it's perfect. Should I put my camera? Yeah. If you want, you can. Vai changer de micro, né? Yeah, I can hear you. Yeah, I can hear you. Okay. It's good. It's good. Should I put my camera? Should I put my camera? Yeah, with your camera, can you show me the audience? Yeah, I want to see. Yeah, I can hear you. Yeah, I can hear you. Yeah, I can hear you. It's good. It's good. Should I put my camera? It's good. Should I put my camera? Yeah, with your camera, can you show me the audience? Yeah, with your camera, can you show me the audience? Yeah, good. Yeah, I can hear you. 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 It's good. It's good. Should I put my camera? Yeah, with your camera, can you show me? Should I start? Yeah, with your camera, can you show me the audience? Yeah, with your camera, can you show me? Yeah, good. Yeah, I can hear you. Yeah, I can hear you. Yeah, I can hear you. Ah, should I start? Yeah, with your camera, can you show me? Should I start? Yeah, with your camera, can you show me? Yeah, good. Yeah, good. Yeah, I can hear you. Yeah, I can hear you. Ah, should I start? Should I start? Should I start? Yeah, good. Yeah, good. Ah, ah, should I start? Should I start? Should I start? Should I start? Yeah, good. Oh, okay. I see. Ah, okay. Yeah. Should I start? Okay. Should I start? Mhm. Okay, so bonjour à tous. Mon prénom est Serge Koudoro. Je viens je suis né en France, de parents togolais et béninois. Maintenant, je vis aux États-Unis. Ça va faire 10 ans que je vis aux États-Unis. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter Medical Imaging, enfin, l'imagerie médicale en Python. J'ai pas réussi à faire le voyage jusqu'au Togo. Donc, je suis vraiment désolé sur ce point-là. Deuxièmement, désolé si je fais du franglais. Il y a beaucoup de termes dont j'ai l'habitude de parler en anglais et là, ça va être un peu difficile. Certains vocabulaires, je vais les dire en anglais sans faire exprès. Et dernièrement, merci de tous d'être présents je suis vraiment désolé sur ce point-là. Deuxièmement, désolé. Alors, un petit mot vite fait sur mon parcours. Donc, comme je disais, je suis né en France. Après ça, j'ai fait un master en computer vision, donc traitement d'image.
Après ce master en traitement d'image, j'ai eu l'occasion d'aller travailler en République tchèque Alors, un petit mot vite fait sur pendant Cotogo. 1 an et demi Donc, comme je disais, dans une compagnie de biométrique je suis et né en France. empreinte digitale. Après Ensuite, je ça, suis revenu en j'ai fait un France, master travailler dans un laboratoire de en recherche pour développer une librairie de traitement Azerbaïdjan et d'image. traitement d'image. Et enfin, Après j'ai ce décidé master en de traitement d'image, j'ai eu bouger aux l'occasion États-Unis, d'aller dans travailler lequel je suis en République pareil, tchèque dans le monde académique, dans un pendant laboratoire 1 an et demi, euh, comme je disais, dans une compagnie de d'ingénieurs biométrique et où empreinte on digitale. traite les images Je suis né en médicales. France, Donc là, ça fait 10 dans ans un et on laboratoire de maintient une recherche librairie pour open développer une source, librairie de enfin traitement d'image. plusieurs librairies open source, Après ce master en traitement dont bouger aux DiPy, États-Unis, dont je vais parler un peu plus dans tard. lequel je suis pareil, dans le monde académique, dans un laboratoire 1 an et demi. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à D'ingénieurs n'importe quel moment. où on traite les images Donc, médicales. imaginez, Donc là, ça fait 10 imaginez ans et on qu'à maintient une partir de cette librairie simple open source, image 2D plusieurs ou 3D, librairies vous open puissiez, source, vous puissiez réaliser ceci. dont Donc, DiPy, dont je vais pouvoir parler un peu plus reconstruire tard. en 3D Pareil, dans le monde tout académique, votre réseau de neurones, bien sûr, si vous vous avez des questions, puissiez n'hésitez pas à comprendre n'importe quel tout ce moment. qui se passe On traite dans votre les cerveau images médicales. Donc, et que vous imaginez, puissiez aider, qu'à que vous partir de puissiez cette aider simple image n'importe 2D quel ou docteur à 3D, comprendre, à préparer ses vous puissiez opérations, réaliser à ceci. Donc, être pouvoir sûr reconstruire en qu'il 3D puisse, tout votre qu'il réseau de puisse neurones, pas couper bien sûr. le mauvais réseau, pour pas que vous puissiez perdre la mémoire, la vue, etc. Donc, c'est tout le challenge et c'est le grand rêve que nous, dans le monde des neurosciences, on essaie de réaliser. Donc, pendant cette présentation, mon objectif est le suivant. J'espère que vous allez réussir à avoir, à la fin de la présentation, avoir quelques notions de l'imagerie médicale. Ensuite, j'espère que vous allez obtenir des notions de traitement d'image, d'accord, comprendre comment on traite ces images 2D. Un petit peu, vraiment une légère notion d'image IRM, donc MRI, IRM, d'accord, et ensuite que vous puissiez construire vous-même votre workflow médical en Python. Ok, c'est parti. Donc, cette slide représente un peu le monde de l'imagerie médicale. Et on peut voir que dans ce monde de l'imagerie médicale, on rencontre différentes techniques qui représentent différents domaines médicaux que vous allez rencontrer tout au long si vous travaillez dans ce domaine. Donc, la première technique la plus célèbre est la radiographie. Donc, la radiographie, on utilise un rayon X qui se propage dans notre corps. Et suivant comment notre corps, notre tissu absorbe ou pas ce rayon X, ceci nous donne une réponse qui permet de générer notre image. Alors, nous avons le même principe avec la tomographie. Pareil pour l'imagerie, l'IRM. L'IRM en français, c'est l'imagerie par résonance magnétique. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, on utilise, je suppose que vous avez tous vu un scanner IRM dans lequel on rentre. Il y a une bobine, un champ électromagnétique qui tourne tout autour de nous. Et suivant comment notre organe réagit, principalement nos différents tissus, et aussi au niveau macroscopique, l'eau, on réussit à obtenir une différente image. Okay. La quatrième et célèbre modalité est l'ultrason. L'ultrason en français, c'est l'échographie. Et donc, l'échographie, mesdames, s'il y en a beaucoup, ou même messieurs, vous avez pu vous rencontrer, lorsque vous avez un enfant, c'est vraiment une technique bien maîtrisée que vous utilisez tout le temps. Et c'est pareil. Donc là, au lieu d'envoyer des ondes électromagnétiques, maintenant on envoie des ondes sonores que nous, en tant qu'humains, ne sont pas possibles d'entendre, mais que, par exemple, un chien, peut-être, pourrait capter. Donc c'est ces ondes
sonores qu'on envoie dans notre corps, et suivant la réponse de ces ondes sonores, ceci nous génère différents types d'images. Ensuite, vous avez la médecine nucléaire qui ici, dans ce cas-là, on injecte un produit dans votre corps qui va faire réagir vos organes, et ensuite, à travers différentes process, pareil, en envoyant différentes ondes électromagnétiques, on réussit à obtenir un contraste. Ce contraste est là parce qu'on réagit directement avec ce qu'on vous injecte à l'intérieur. Heureusement, ce qu'on vous injecte est facilement, après en allant aux toilettes, on peut facilement s'en débarrasser. Il y a, la plupart du temps, pas d'impact sur notre corps. Donc, ces différentes techniques d'image, vous pouvez vous rendre compte qu'elles génèrent vraiment, ont des caractéristiques vraiment très spécifiques. Donc, vous pouvez voir qu'en imagerie, en X-ray, en radiographie, on peut faire tout le corps très facilement, et elle met en valeur tout ce qui est os. Okay. En CT, vous voyez les différents niveaux de gris que vous pouvez obtenir, pareil en IRM, en ultrasonde, etc. etc. Et toutes ces images permettent d'avoir différentes informations que le docteur aimerait, d'une manière générale, combiner. Donc, maintenant, j'ai une petite question pour vous tous, mais je ne sais pas si je vais pouvoir vous laisser le temps de... À votre avis, combien d'images sont générées dans le monde, ces images-là sont générées dans le monde par an? Pour vous donner rapidement, je pense que vous avez fait votre calcul, et pour vous donner rapidement une réponse, il y a 30 milliards, donc billions en anglais, donc 30 milliards d'images qui sont générées annuellement dans le monde, donc quel que soit le pays. Alors, vous imaginez que ces 30 milliards d'images pour un docteur ou pour une infirmière ou quelle que soit la personne dans le monde médical, ça fait beaucoup d'images à visualiser, à traiter, etc. Le temps, comme ça a été dit précédemment, le temps, c'est de l'argent, d'accord? Et analyser chacune des images pour chacun des patients, c'est beaucoup trop de temps passé. Et c'est là que, merci Python, c'est là que Python offre toute une suite d'outils qui permettent d'analyser ces images médicales et qui permettent aux différents docteurs de directement avoir des résultats et de traiter ces résultats. Donc, lorsque ces images sont acquises, toutes ces images, elles ont un point commun, c'est que la plupart d'entre elles sont, je vais dire 90%, sont acquises dans un même format qui s'appelle le DICOM, d'accord? Et c'est un format dans lequel contient un autre fichier contenant les métadatas, d'accord, et donne toutes les informations par rapport à quand est-ce que le scanner a été fait, le lieu, l'heure, la date, quel type de patient, toutes les informations sur le patient, son prénom, nom, âge, etc. Donc, c'est vraiment une forme d'image qui est très importante dans le monde médical parce qu'on a vraiment toutes les informations sur l'acquisition. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici. Il contient le patient d'info, les paramètres d'acquisition, etc. Ensuite, ces images-là qu'on obtient, généralement, elles sont beaucoup trop grosses et elles ont des problèmes de... c'est quoi le mot pour privacy? Ça revient pas, désolé. Elles ont des problèmes de privacy. Je pense que vous comprenez privacy. Donc, ces données-là, il va falloir s'arranger pour enlever toutes les informations par rapport au patient. D'accord? Donc, on fait tout pour les rendre anonymes pour qu'on puisse ensuite les traiter facilement. Également, ce genre d'image, DICOM, après acquisition,
vous pouvez avoir 100 fichiers, 1000 fichiers, etc. Ce qui rendait les choses compliquées à traiter. Et aussi, si vous voulez déplacer les données, déplacer 1000 fichiers, ça devient compliqué. Donc, c'est pour ça qu'un nouveau standard a été créé, qui s'appelle NIfTY, et qui est utilisé dans le monde de la recherche et dans le monde industriel, et qui permet de transformer ces DICOM sous le format NIfTY, et nous passons de 100 images à un seul fichier. C'est le fichier que vous allez rencontrer très souvent, et c'est un fichier qui permet de faire tout, dans lequel toutes les entreprises, les 3/4 des entreprises privées passent. Donc, elles prennent le DICOM qui est storé dans un serveur qu'on appelle PAX. Ensuite, on convertit ces images en un seul fichier, qui s'appelle NIfTY, et à partir de ce fichier NIfTY, on peut commencer à faire un autre traitement. Bien sûr, il y a différents file formats que vous pouvez rencontrer aussi, que j'ai listés là, qui sont Analyze, Mink, NRD, etc., dépendant. Ça dépend vraiment des scanners. Donc maintenant, essayons de comprendre comment est formée une image médicale. Donc, je ne connais pas trop le background du public, donc c'est pour ça que je retourne sur certains basiques avant de rentrer dans des choses un peu plus compliquées. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'une image, c'est un volume 3D, d'accord? Une image volume 3D, et dans lequel il y a ce qu'on appelle un voxel. Un voxel, c'est vraiment une unité de l'image que vous pouvez voir là. Okay. Donc, on parle de pixels quand c'est en 2D. Prenez pour exemple vos écrans. Votre écran est composé de plusieurs pixels. Mais lorsqu'on commence à parler d'image 3D, on parle de voxels. Donc, à partir de ces voxels, chacun de ces voxels a un certain niveau d'intensité, d'accord, ce qu'on appelle le niveau de gris. Et ces niveaux de gris vont pouvoir définir la caractéristique du tissu que vous avez dans votre organe. Donc ici, le cerveau, mais ça pourrait être toute autre chose. Alors, pour pouvoir lire ce genre d'image, il y avait des outils célèbres qui se nommaient, que je nomme NiBabel et PyDacom et NumPy. Donc, on va utiliser ces outils pour pouvoir lire nos images et avoir cette représentation sous forme de grille. Et vu qu'on a une représentation maintenant en forme de grille, on va pouvoir stocker ça dans un array en Python et en mémoire. Donc ici, on a un exemple. J'espère que c'est assez gros, que vous pouvez lire un petit peu. Donc ici, dans cet exemple, on peut voir qu'on importe nos différents packages, NiBabel et PyDacom. PyDacom permet de lire un dossier. Là, on peut lire aussi une image particulièrement, mais cette image, c'est vraiment une slice. C'est une slice de notre volume 3D. Et à partir de cette lecture avec PyDacom, on peut avoir différentes informations comme le numéro de patient, la forme du pixel, la forme de l'image, etc., etc. Même chose avec NiBabel. NiBabel permet de charger des NIfTY files, donc nib.load ici, d'accord, après avoir apporté notre NiBabel. Donc, import NiBabel as nib. Et à partir de là, dès qu'on a chargé notre image est un array NumPy, un array. Et dans cet array, on peut facilement obtenir la taille de l'image, définir la taille du voxel, etc., etc. Donc, pour convertir nos images de DICOM au NIfTY, on peut simplement créer une fonction ou on peut utiliser d'autres outils comme DICOM to NIfTY qui permet simplement, à partir d'un répertoire, donc vous pouvez voir sur la droite ici qu'on a 100, un peu plus de 100 DICOM images et qu'on convertit tout ça en un seul fichier qui s'appelle myfile.nifty. Et pour faire ça, on a simplement appelé cette fonction à partir du package de DICOM to NIfTY. Donc,
Tout ça, c'est la première étape. Alors, bien sûr, je n'ai pas parlé de rendre les datas anonymes, mais cette étape n'est pas toujours obligatoire, ça dépend avec qui vous travaillez. Bien sûr, si vous travaillez directement avec un hôpital, il va vous demander de rendre ces données anonymes. Si vous cherchez des données sur Internet, la plupart du temps, toutes ces données sont déjà anonymes. Ensuite, une fois qu'on a notre image en forme d'arrêt, on peut commencer à jouer un petit peu avec et voir comment on peut manipuler cette intensité, ces niveaux de gris. D'accord? Et ici, vous pouvez voir une simple fonction qui permet de jouer sur l'intensité de l'image. Comment on joue sur l'intensité? Imaginez que vous avez une image avec 10 valeurs de pixels, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Okay? Dans chaque voxel, vous avez ces valeurs. Donc, la seule chose qu'on fait pour pouvoir jouer avec ces intensités, on définit le min et le max. D'accord? Donc, au lieu de dire, bon, maintenant, nos pixels ne vont pas aller de 0 jusqu'à 10, ils vont aller de 5 jusqu'à 10. Et en allant de 5 jusqu'à 10, ça permet de jouer avec l'intensité en disant que tout ce qui est en dessous de, avec une simple règle de 3, on peut définir la nouvelle valeur de chaque intensité. Et avec cette nouvelle valeur, on peut mettre des fois en valeur certains zones de gamme. Comme ici, par exemple, plus on augmente l'intensité, vous voyez, plus on peut recommencer à reconnaître on a une sorte de segmentation de tout le cerveau. Tout le cerveau devient blanc. D'accord? Donc là, on voit toute la région qu'on veut. Si on fait l'opposé, on pourrait détecter la matière blanche ou la matière grise, etc., etc. Vous voyez ici, on pouvait voir sur cette image, sur ce GIF, on peut voir la zone noire qui est de plus en plus foncée et qui permet de bien délimiter la zone blanche, okay, qui contient notre réseau de neurones, et la zone grise, la matière grise. Donc ça, c'est les premiers niveaux de traitement d'image que vous pouvez faire sur une image médicale. Ensuite, vous avez un autre niveau qui est tout simplement de normaliser les images. Parce qu'entre deux acquisitions et entre différents scanners, le niveau de gris des images ne va pas être le même. Parce que certaines marques préfèrent customiser d'une certaine manière. Des fois, c'est la configuration même du scanner. Donc, entre les différents patients, vous voulez avoir le même type d'image pour faciliter le traitement. Donc, ça, ici, pour ce pré-processing, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de définir le max et le min pour tous les patients et on normalise notre donnée avec une simple règle de 3 pour s'assurer que tous nos patients ont le même niveau d'intensité. Donc là, maintenant, je viens de vous présenter vraiment les concepts vraiment les plus basiques du monde médical pour traiter ces données. Et ces différents concepts marchent avec toutes les modalités qu'on a vues précédemment, que ce soit PET, que ce soit MRI, que ce soit CT, IRM, que ce soit CT, etc., etc. Maintenant, let's focus. Essayons de focus sur le MRI, donc sur le IRM, et spécialement la diffusion IRM, qui est un peu plus ma spécialité, dans laquelle je travaille le plus, parce que le MRI a différentes sous-catégories. Il y a tout ce qui est structurel, il y a tout ce qui est travailler avec, vous savez, avoir les électrodes sur le cerveau, essayer de voir, comprendre, essayer de comprendre toutes les interactions électriques du cerveau, etc., etc. Bon, il y a beaucoup de sous-catégories et nous, on s'est spécialisé principalement sur la diffusion MRI qui permet de traiter des maladies comme Alzheimer, permet de les comprendre, ou la maladie de Crohn, etc. Donc, comment ça marche l'IRM de diffusion? Alors, l'IRM de diffusion a pour but de traquer l'eau qui circule dans notre cerveau.
Si vous imaginez votre cerveau comme un gros réseau de neurones, vous savez que notre corps est composé d'un certain gros pourcentage d'eau, ok, avec tout le liquide, que ce soit le sang, etc., etc., etc. Et donc, grâce au scanner, on peut détecter, ils ont montré les différentes techniques qui permettent de détecter le mouvement de l'eau dans le cerveau. Donc, lorsqu'on fait une diffusion, c'est vraiment ce qu'on traque. On traque comment l'eau bouge dans notre cerveau, ou comment le sang est chez le préféré, etc. Ce qui donne une indication sur, vu que notre eau est contraint dans les fibres qui connectent nos différents réseaux de neurones, ça nous donne une bonne idée de comment notre réseau de neurones est conçu. D'accord. Donc, comme je vous disais, l'IRM de diffusion est une méthode qui permet notamment d'aider énormément les neurosurgeons, les chirurgiens de neuros. Donc, grâce à ça, grâce à cette image 2D, ils peuvent avoir un volume 3D avant l'opération et ils peuvent se dire, OK, maintenant, je vais pouvoir passer là dans le cerveau pour pouvoir prévenir toute erreur avant de faire une opération. Donc, elle aide principalement aussi, comme je dis, pour Alzheimer. Lorsque vous voyez votre réseau de neurones, si vous voyez que votre réseau de neurones est réduit ou est coupé à certains endroits, c'est des fortes indications que vous avez Alzheimer ou non. Récemment, j'ai fait un IRM et c'est des choses que j'ai pris mes données et j'ai erroné. J'avais un peu peur de regarder ça, mais on peut voir tous les symptômes assez facilement. Et pour pouvoir faire tout ce genre de traitement, il y a différents outils privés, mais il y a aussi différents outils publics. Donc, il y a notamment MRTrix, FSL, FreeSurfer, c'est des noms qui viennent de d'autres laboratoires. Et notre laboratoire qui est spécialisé dans ce domaine a créé un logiciel qui s'appelle DIPy, Diffusion Imaging Python, dans lequel on fait beaucoup de traitements d'images, un peu de énormément de plus en plus de machine learning, optimisation et tout ça. Donc beaucoup de maths, beaucoup de physique, on prend de la physique, des images IRM, comment construire une image, tout est basé à partir d'une FFT, donc d'une Fourier transformée de Fourier, excusez-moi. Et à partir de ces transformés de Fourier, on peut changer d'espace-temps et on peut déduire pas mal de choses. Par exemple, si vous écoutez une musique, passer du signal temps, et ben vous appliquez une transformée de Fourier, vous passez au niveau de la fréquence. Et en passant au niveau de la fréquence, c'est ce qui vous permet de vous aider à écouter mieux, à capter mieux, plus facilement certaines ondes radio, par exemple. Donc là, on est dans l'espace de diffusion et à partir de l'espace de diffusion, on peut faire pas mal de choses. Donc, c'est une librairie open source qui date de 2010, qui a beaucoup évolué, qui est utilisée dans les hôpitaux, qui est utilisée un peu partout dans le monde. Donc, c'est une grosse... je suis le mainteneur principal, avec beaucoup de connexions avec différents laboratoires, que ce soit en Afrique, en Europe ou aux US. Donc, au début, on était en Europe et maintenant, on a tous bougé aux US. Donc, on est tous aux US now. Alors, grâce à DIPy, vous allez pouvoir construire un workflow classique d'imagerie médicale qui sera le suivant. Donc, au départ, on fait un pré-processing. Quel est le but du pré-processing? Je vais en parler après. Ensuite, on essaye de modéliser l'eau qui se trouve dans notre cerveau. À partir de cette modélisation, on peut commencer à traquer nos différents réseaux. Et la dernière étape qui n'est pas ici sur cette slide, on commence à faire des analyses statistiques sur ces différents réseaux. Donc, allons étape par étape. D'abord, le pré-processing. Donc, le pré-processing, quelle que soit la modalité, c'est l'une des choses les plus importantes de l'imagerie médicale. Si un jour vous voulez faire un business dans l'imagerie médicale, vous pouvez faire un business juste avec ce sujet. Le but, c'est de nettoyer
le plus possible et standardiser les datas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, en imagerie médicale, après ce que vous avez passé le scanner, vous avez toujours une tonne d'artefacts. Des artefacts qui viennent du scanner lui-même, des fois, qui ne marchent pas très bien ou tout simplement la physique introduit ces problèmes. Vous avez des artefacts du patient, vous avez des artefacts, vous en avez des milliers. Ici, par exemple, le premier artefact que vous pouvez voir, c'est qu'on essaie de retirer le crâne. Parce que le crâne, la plupart du temps, on n'en a pas besoin pour traiter le cerveau. Donc, c'est la première étape qu'on va vouloir faire. On va voir retirer le crâne. L'autre chose qu'on peut voir ici, par exemple, c'est un effet de cage de Faraday qu'il y a lorsqu'on utilise le scanner IRM et qui fait qu'on a non seulement des variations d'intensité d'image qu'on veut corriger, mais on a également, ici, vous pouvez voir qu'il y a un mouvement du patient. Donc, lorsque le patient se faisait scanner, il avait du mal à rester stable, ce qui est impossible pour quelle que soit la personne. C'est très dur de rester stable. Et forcément, l'image bouge. Donc, l'image qui bouge, c'est vraiment problématique. Vous avez aussi des problèmes de taille de voxels. Comme je vous ai dit, les voxels, normalement, il serait bien qu'ils soient isotropiques. Donc, qu'ils fassent 1, 1, 1, une taille de 1, 1, 1 de chaque side, de chaque axe, sur chaque axe. Et des fois, le voxel est beaucoup trop grand. Il fait, par exemple, 1, 1, 7. Donc, sur l'axe Z, il est tout élongé et donc on veut normaliser ça. On peut avoir des problèmes de bruit. Beaucoup de scanners introduisent du bruit naturellement, donc il va falloir nettoyer ça, s'assurer que le bruit est généralement aléatoire. On peut avoir un bruit gaussien ou un bruit ricien, même si ça suit une certaine distribution. La distribution n'est jamais parfaite. Donc ce bruit que vous pouvez voir ici, par exemple, on a l'image avant, lorsqu'on a acquis après le scanner, on a appliqué un algorithme pour enlever le bruit. Et après, l'image est beaucoup plus claire et vous pouvez voir la différence sur le côté du bruit. Donc, des artefacts, il y en a des tonnes. Et ici, vous pouvez voir sur ce magnifique graphe, sur un papier de recherche, qui explique les différents artefacts que vous pouvez avoir et comment les traiter. Donc, vous pouvez voir tonnes d'artefacts. Et rien que ce sujet, c'est un sujet qui passionne dans le monde de la recherche et qui permet aux docteurs d'avoir des données vraiment beaucoup plus claires et de détecter plus facilement les maladies. Pour faire après processing avec DiPy, voici le code qui vous donne une idée. Donc d'abord, bien sûr, on importe les différents packages de DiPy. Donc on importe les données ici, des données de Stanford. On importe un algorithme, ici Median-Otsu. Donc Median-Otsu, c'est une technique qui va permettre d'enlever le crâne du cerveau. D'accord. Donc à travers un histogramme, on regarde la variance interclasse sur cet histogramme. Ça veut dire qu'un histogramme, c'est une accumulation des différentes intensités de pixels et on va avoir différents pics et à partir de ces pics, on va pouvoir définir qu'est-ce qui est un crâne, qu'est-ce qu'un cerveau. D'accord. Et ensuite, on utilise une technique MPPCA, qui est une technique pour enlever le bruit. Et donc, à travers une classification classique. Je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques sur ça. Donc, maintenant, quand on a fini le pré-processing, maintenant, on attaque le fiber modeling. Donc là, on essaie de changer d'espace. Avant, on était sur un espace image dans lequel on avait une grille et un voxel avait une intensité. On passe dans l'espace de diffusion dans laquelle, dans chaque grid, on a une probabilité de propagation de l'eau. D'accord. Donc, sur ces images-là que vous voyez, par exemple, ici, vous avez une sorte de croix. Grâce à la propriété de la propagation de l'eau, eh ben, on peut déduire ça sur chaque voxel. Je vous exclus tous les maths qui vont avec, mais croyez-moi sur parole. Désolé pour ça.
Et donc, sur ce genre de croix, par exemple, avec de différentes couleurs, ça nous donne juste une indication sur quelle est la probabilité que l'eau aille sur cette direction ou pas, tout simplement. Donc, ici, le code pour pouvoir effectuer ça. Donc, à partir de là, le modèle le plus connu s'appelle DTI, Diffusion Tensor Imaging. D'accord. Ici, en Python, simplement, on applique ce tensor, on réussit à récupérer quelques métriques et on visualise. Donc, ces métriques, on peut avoir le fractional anisotropy qui permet de mettre en avant la matière blanche, la mean diffusivity, l'axial diffusivity, etc., etc. Donc, à partir de cette image, maintenant, vous avez vu, vous avez un zoom qui vous donne la probabilité de l'eau de circuler. Ensuite, on passe sur la troisième étape, qui est la tractographie, dans laquelle on essaye de reconstruire le cerveau en 3D. Donc, à partir de ces différentes probabilités, on essaye mathématiquement de recréer les différents chemins de notre réseau de neurones. Okay. Alors, bien sûr, vous avez des challenges ici. Vous avez vu, j'ai ajouté en bas à droite les différents challenges entre un croisement. Imaginez que vous avez une croix sur une petite région. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre algorithme? Est-ce qu'il doit aller en diagonale? Est-ce qu'il doit faire un S? Est-ce qu'il doit faire un V? Est-ce qu'il doit faire etc., etc. Donc, c'est tout ça qu'il va falloir prendre en compte lorsqu'on crée ce genre d'algorithme et qui pose toujours aujourd'hui quelques problèmes pour avoir une exactitude de résultats. Donc, c'est pour ça que la plupart de nos outils dans ce monde, c'est des outils de recommandation et pas des outils exacts. La science, d'une manière générale, n'est pas toujours exacte. Enfin, comment dire? Le monde médical, plutôt, n'est pas toujours exact. Donc, ici, un exemple de code pour pouvoir effectuer cette tractographie. Donc, bien sûr, on récupère notre DTI modèle qu'on a récupéré avant. On essaie de calculer les pics que vous avez vus précédemment sur l'image précédente. À partir de là, on définit des critères qui sont ici, par exemple, vous voyez la matière blanche et on dit comme critère, tu t'arrêtes de faire ce tracking quand tu vas sur la zone noire. Okay. À chaque fois que tu rencontres un point noir, tu t'arrêtes. Ça veut dire qu'on sort de notre zone d'intérêt. Ensuite, la dernière étape, une fois qu'on a réussi à faire ce tracking, c'est la visualisation. Donc, on développe des outils dont j'appelle DiPy Horizon et Fury. Fury, pareil, c'est un outil open source. Si vous voulez jouer avec, vous pouvez. Et ce qui n'est pas spécialement pour l'imagerie médicale, c'est pour tous les différents modèles et dans lesquels vous pouvez visualiser en 3D différentes scènes, voire faire, pas encore faire des jeux, mais bientôt. C'est l'idée. Comment rendre le monde médical plus attractif? Le problème que Fury essaie de résoudre, c'est aujourd'hui, vous avez des jeux vidéo qui sont impressionnants au niveau de qualité visuelle en 3D, et de l'autre côté du spectrum, vous avez un scientifique qui représente une cellule avec juste une sphère. Donc, comment on peut rapprocher ces deux mondes pour laisser aux scientifiques la possibilité de représenter sa recherche de manière plus sexy et qui parle à plus de gens. Donc, voilà pour la full pipeline. Je voulais faire une petite démo. Je ne sais pas si j'aurai le temps. On va voir comment ça se passe. Mais avant d'aller sur la démo, voici les différentes... ce que vous pouvez ressortir de cette présentation. Alors déjà, l'imagerie médicale, c'est juste des arrêts, des tableaux, des tableaux 3D, 4D, okay, avec des métadatas de description spatiale aussi.
Donc, au final, l'imagerie médicale est assez simple de premier abord. Ensuite, la complexité, tout simplement, augmente au fur et à mesure que vous avancez. Donc, au départ, vous avez simplement les DICOM. Les DICOM, vous passez au NIFTY. Du NIFTY, vous commencez à faire un pré-processing. Du pré-processing, ensuite, ça dépend de votre domaine, de votre modalité. Vous verrez, dans le domaine de la diffusion, l'imagerie de diffusion, vous allez commencer à faire la reconstruction, le tracking, représenter en 3D, donner des statistiques, etc. etc. Aujourd'hui, on a un écosystème Python vraiment très puissant concernant l'imagerie médicale, avec des tonnes de librairies vraiment fiables et utilisées dans tous les hôpitaux, et qui rivalisent avec des logiciels médicaux spécialisés. Et donc, aujourd'hui, je vous recommande de jouer avec. Et si vous connaissez un docteur, etc., de le contacter et lui dire, je peux vous aider. Vous avez tous les outils nécessaires et gratuits qui vous permettent de faire avancer le domaine médical. Et bien sûr, le dernier point, pour un développeur Python dans le domaine médical, comme je disais, il y a des domaines et des applications réelles qui sont là tous les jours. Et les docteurs en demandent. Les docteurs adorent ce genre d'outils, de manière générale. Ils n'ont pas le temps de les utiliser, mais ils adorent parce que ça les aide quand même. Donc, n'hésitez pas, si vous avez l'occasion, de rentrer un peu plus dans ce monde et d'essayer de résoudre certains spécifiques problèmes. Merci pour votre attention encore. Désolé de ne pas être encore présent. N'hésitez pas si vous avez des questions. Le QR code, et si vous voulez rentrer en contact avec moi, il n'y a pas de problème. Sinon, si vous voulez en savoir plus sur la diffusion de Mirai, on a un workshop chaque année. Il y a la documentation de DaiPi, Fury pareil, etc. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je peux rentrer dans une démo comme vous le souhaitez. Ok. Avez-vous des questions? C'était trop médical ou bien c'était trop scientifique? Une personne n'a qu'à tourner sur la vie. Son ressenti par rapport à la présentation. Comment tu as trouvé? Merci beaucoup, M. 16, pour la présentation. En fait, la présentation, moi, j'ai bien trouvé ça. C'est un peu scientifique et médical. Mais bon, ça serait très bien, genre, très utile dans notre domaine. On peut, tant que c'est le Python, donc on peut bien l'utiliser. Je vous apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Encore une personne, une dernière personne. Ok, une fille. Merci. Je suis fier. Bonsoir. Moi, j'ai beaucoup apprécié la présentation. Je dirais que l'informatique et puis le monde de la médecine, c'est un peu macabre. Et je suis vraiment contente de cette présentation. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais j'ai vraiment apprécié. C'est la dernière personne. Ah ok, je vous remercie également pour la présentation. Ma question c'est que si on est physicien, est-ce qu'on peut participer à ce domaine ou bien c'est forcément, on doit passer par un parcours de la médecine? Oui, j'aimerais savoir si par la physique on peut aussi passer par votre domaine ou bien c'est forcément la médecine? Généralement, les physiciens sont vraiment très bons dans ce domaine de medical imaging, parce qu'ils comprennent très bien comment
les scanners fonctionnent et leur connaissance sur la physique, comment le scanner va fonctionner, leur permettent de développer en Python les bons algorithmes. Donc, en tant que physicien, au contraire, c'est recommandé. Je connais beaucoup de physiciens qui commencent avec la physique, ensuite qui arrivent dans le monde médical. J'espère que ça répond à la question. Oui? Oui, oui, je crois que c'est bon. On a une dernière Ouais. question. Ok. Merci pour la Par contre, présentation. Je pense qu'elle est bonne, mais c'est la physique pure, quoi. Mais étant donné que vous traitez les images, or les images sont des couches raster. Et c'est avec quelle bibliothèque vous transformez ça en vecteur avant de les traiter? Parce que les images sont des couches raster. Comment vous faites la conversion des rasters en vecteurs avant de faire une analyse plus profonde? C'est bon? Vous avez compris la question? comment? Ok, il va reposer la question. Voilà. Je disais que vous traitez les images. Les images sont des couches raster. Comment vous vectorisez les images pour faire une analyse profonde? Avec quelle bibliothèque Python et vous vectorisez les images, quoi? Comme les images sont des couches raster, comment vous vectorisez les images avant de les traiter? Désolé, j'ai pas bien entendu la question, j'ai pas compris. Par rapport aux images, qu'est-ce qui se passe? Ok, au fait, Comment on factorise les images pour faire les traitements médicaux? Mais qu'est-ce qu'il veut dire par vectoriser? Oui. Mhm. D'accord, ok. Alors, cette question est très vague parce que ça dépend énormément des algorithmes. Énormément des algorithmes. Mais si on prend par exemple un algorithme très simple, qui est par exemple pour enlever le bruit de l'image, d'accord? Le bruit qui est plein de petits points qui apparaissent sur votre image. L'une des choses qu'on peut faire, c'est pour chaque voxel, on définit un patch, d'accord? Une zone d'intérêt. Et le centre du patch va être la moyenne de tous les pixels qui sont autour, donc tous les voxels qui sont autour. Donc, notre algorithme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller sur chacun des voxels, regarder ses voisins, prendre la moyenne de tous ses voisins et changer la valeur du voxel central. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Merci à vous. merci. Et n'oubliez pas, Python n'est rien sans les maths et la physique. Donc, oui, on peut faire. Oui, ça peut être scientifique, mais vous avez besoin de maths et physique si vous voulez avancer avec Python. Ok, Python n'est rien sans maths et physique. Vous avez compris? Ok, ceux qui craignent les maths et les physiques là, Python n'est rien sans ça. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole au modérateur. Ok, donc